Alors, Monsieur Desruelles évoquait parfois des problèmes de communication qui peuvent avoir lieu entre les soignants et leurs patients ou leurs patientes. Là maintenant, nous accueillons avec grand plaisir Isabelle Filiosa, qui est psychologue et psychothérapeute. Elle est vraiment une figure phare de la parentalité positive. C'est pour ça que je faisais le lien avec la communication, puisque communiquer avec son bébé, c'est pas toujours facile. Isabelle Filiosa est auteure de plus d'une trentaine de livres pour parents, pour enfants, pour grands enfants aussi. Elle essaye de nous encourager à changer notre regard sur l'enfant, à lui apprendre à accueillir ses émotions, à les comprendre, à les verbaliser, et tout ceci notamment comme alternative à la violence éducative ordinaire. Merci beaucoup Isabelle Filiosa. Merci, bonjour à tous et à toutes. Et j'ai été vraiment très, très intéressée par toute cette journée. Et eh bien, je vais vous présenter un peu la parentalité positive, hein, c'est-à-dire comment nous pouvons accompagner les parents, ce dont les parents ont besoin pour pouvoir s'occuper de leurs enfants avec le moins de stress possible et en protégeant le cerveau des enfants. Tous les parents veulent faire le mieux possible et c'est stressant quand on ne sait pas ce qui va être le mieux pour son enfant. Donc c'est vraiment important, nous avons à réguler notre stress et nous avons à développer les informations et les compétences parentales. Donc je partage mon écran et voilà, ça fait ça, c'est bon. Et donc là, diaporama. Voilà. Donc, quand on a un bébé dans les bras, eh bien, c'est tout merveilleux. Un bébé, c'est fantastique. Ça fait un grand bouleversement. Alors, on a vu que c'était pas si simple, puisque déjà la grossesse, parfois, c'est pas évident non plus, surtout dans notre période Covid. Un bébé, c'est un être vivant. C'est évident. Mais ça n'a pas toujours été comme ça dans les années précédentes. Et ce que ça veut dire que c'est un être vivant, c'est que c'est un être qui se développe et donc qui a des besoins changeants. On ne peut pas juste avoir une recette qui nous dit, voilà, pour s'occuper d'un bébé, il faut ceci, ceci, cela, parce qu'un bébé, c'est vivant et donc ça respire, ça se nourrit, ça communique, ça dort, ça grandit, oui, mais tout cela est en mouvement et ses besoins changent. Nous avons donc à nous adapter en tant que parents. Le bébé, c'est aussi une personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nécessaire d'interagir avec lui en tant que personne. Ça n'est pas un objet dont on prend soin et nous ne sommes pas non plus un objet, même si d'autres ont dit ça un certain temps. Nous sommes des personnes qui sommes en interaction et comme on l'a vu, la synchronie entre les personnes, entre le bébé et son parent est absolument essentiel. Le bébé est une personne, ça veut aussi dire qu'il a son propre développement, qu'il va se définir en tant qu'individu, en tant que sujet. Et forcément, tout cela fait que, eh bien, notre vie est chamboulée par ce petit parce que le bébé est un être vivant et un être qui a des besoins, une personne, des besoins changeants. Mais nous aussi, nous avons des besoins en tant que parents. Et le rôle du parent, c'est de réussir à répondre aux besoins des bébés tout en tenant compte de ses propres besoins, en faisant preuve aussi de cette autocompassion dont Thierry Cardozo nous a parlé tout à l'heure. La parentalité positive, c'est exactement ça. C'est une parentalité qui entend et qui répond aux besoins des enfants et des parents. Je vous le dis parce que souvent, la parentalité positive, c'est un peu mal compris. On croit que c'est une espèce de nouveau truc, que c'est quelque chose de... c'est être gentil avec son bébé. Non, pas véritablement. Un bébé, c'est une merveille, mais de temps en temps, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment réagir, que faire, on se sent démuni. La fatigue, l'exaspération, tout ça nous mène au burn-out. On se dit, mon bébé m'épuise, j'en peux plus, on se culpabilise, on se sent mal, et tout cela, ça nous mène à des risques de violence. La parentalité positive, ça n'est pas une nouvelle méthode.
c'est l'ensemble des pratiques qui favorisent le bon développement et qui réduisent la violence. En fait, le Conseil de l'Europe, en 2006, a décidé d'utiliser ce terme pour faire des recommandations aux pays, des recommandations au gouvernement au sein de l'Europe, de manière à faire reculer les violences faites aux enfants qui sont encore beaucoup trop importantes. Donc la définition, c'est pas un nouveau truc où simplement on est gentil avec les enfants, mais c'est une parentalité qui respecte les besoins des enfants et des parents. L'objectif, c'est clairement de déculpabiliser et de faire changer les pratiques parce qu'aujourd'hui encore, nombre de pratiques parentales sont violentes. Il y a eu toute une campagne et maintenant nous avons une loi qui protège les enfants. Nous n'avons plus le droit de frapper nos enfants et c'est une très bonne chose, mais c'est très nouveau. Et nous continuons très souvent, la plupart des parents ne savent pas très bien comment faire, quoi faire quand l'enfant dysfonctionne, quand l'enfant a un comportement excessif. Il y a pour moi 3 éléments extrêmement importants dans tout programme de soutien à la parentalité. C'est tout d'abord rompre l'isolement des parents, l'isolement des mamans principalement, l'isolement des parents, parce que c'est très très difficile et on vient de le dire, dans cette période de Covid, les parents se sont retrouvés trop seuls à la maison et c'est extrêmement difficile. Quand on est isolé, quand on ne peut pas communiquer avec d'autres, quand on ne reçoit pas de soutien de la part des proches, les soutiens, eh bien, c'est communiquer, c'est de pouvoir discuter de quelque chose, c'est pouvoir poser une question, recevoir une réponse, c'est simplement se synchroniser aussi les uns sur les autres, pouvoir partager nos émotions. C'est extrêmement lourd de vivre tout ce stress sans pouvoir le partager. Toutes les mamans, tous les papas ont besoin de pouvoir raconter leur accouchement, ne serait-ce que ça. Où est-ce que dans notre société, nous avons un lieu où nous pouvons raconter et re-raconter notre accouchement jusqu'à ce que ce soit bien digéré et que toutes les parties de nous, toutes les émotions que nous avons traversées puissent être intégrées. Parfois, eh bien, on n'a pas ressenti au moment de la naissance de notre enfant l'amour que tout le monde nous décrit. Alors on se sent coupable, on se sent mal. Et si on est isolé et qu'on ne peut pas partager ces émotions, alors c'est vraiment très dur et ça risque de nous mener à une petite distance avec l'enfant. Et cette distance va faire qu'on va moins se synchroniser avec l'enfant. Le stress engage le stress. On se synchronise de moins en moins. Du coup, on comprend moins l'enfant. Du coup, eh bien, l'enfant a des besoins, crie plus, se réveille davantage, il manifeste ses besoins, mais nous ne savons de moins en moins répondre, et c'est donc le cercle vicieux. Donc pour rompre ce cercle vicieux, c'est important de rompre l'isolement des parents, de vraiment se relier, les groupes de soutien entre parents avec un professionnel, la présence d'un professionnel, c'est vraiment extrêmement important. Le deuxième objectif, c'est de soutenir l'attachement. On a trop méconnu l'importance de l'attachement dans les années avant et maintenant, on se rend compte, toute la science va dans le sens de cette nécessité. Non, quand un bébé s'attache à sa maman, lorsque il dort près de sa maman, avec son papa aussi, eh bien, il est en sécurité. Lorsqu'il est beaucoup porté dans les bras, il se sent en sécurité et cette sécurité va lui fournir la base sur laquelle il va pouvoir développer son autonomie. Soutenir l'attachement, c'est aussi aider les mamans, aider les papas à développer leur propre capacité d'attachement parce que parfois, eh bien, il y a un certain nombre, notre histoire, des éléments de notre histoire qui peuvent nous empêcher. Et tout simplement, le stress va diminuer le taux d'ocytocine au moment de la naissance, par exemple, et va faire que, eh bien, on ne sent pas tout de suite cet amour infini envers le bébé. Et du coup, on se dit, oh, je suis une mauvaise mère. Et voilà, du coup, c'est un peu difficile et le cercle vicieux se renforce. On a parlé de la nécessité de savoir réguler le stress. Toutes les études montrent que les programmes de soutien à la parentalité qui fonctionnent sont ceux qui incluent
de l'apprentissage de la régulation du stress. Donc oui, de la méditation, toutes sortes d'outils qui nous aident, qui aident les parents à réguler le stress. Et ça ne suffit pas. Nous avons aussi à développer des compétences parentales parce que, eh bien, ça ne s'invente pas. Il y a toutes sortes de choses que nous avons besoin d'apprendre. La science découvre énormément de choses. On sait aujourd'hui ce qui fait du mal à l'enfant, ce qui abîme son cerveau. On sait que quand on fronce les sourcils, eh bien, on va déclencher l'amygdale dans son cerveau et que l'enfant ne va plus être capable de pouvoir, un petit enfant ne va plus être capable de réussir à entendre ce qu'on lui demande et donc on va stresser l'enfant inutilement. Bref, la science peut nous donner des informations et nous pouvons petit à petit développer de nouvelles compétences parentales. On l'a vu, être parent, c'est stressant. La première année de vie de son enfant, une maman perd 600 heures de sommeil, 600 heures de sommeil en moins, plus l'isolement. Une statistique de l'INSERM, les mères qui travaillent sont en meilleure santé que les mères au foyer. C'est bizarre comme idée, puisqu'on se dirait que quand on travaille, on est quand même, c'est dur, on travaille, en plus il faut s'occuper de l'enfant le soir. Eh bien, tout simplement, pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille, on n'est pas isolé. Quand on travaille, on échange des infos avec les collègues, on parle de ses enfants avec les collègues, et puis on a ce sentiment aussi de réussir, d'avancer. On n'a pas ce sentiment de répétitivité sans arrêt, parce que c'est vrai, être tout seul à la maison avec son enfant, c'est un peu répétitif parfois. L'imprévisibilité d'un enfant, d'un tout petit, eh bien, il y a moins d'imprévisibilité au travail, donc on stresse moins quand on travaille. Ce qui nous stresse le plus et qui pose le plus de soucis dans notre parentalité, dans nos réactions à nos enfants, ce sont les automatismes. Les automatismes qui nous viennent du passé. Et puis, bien sûr, le manque de gratification, parce que souvent, eh bien, nous ne recevons pas autant de gratification que nous en aurions besoin. On ne reconnaît pas suffisamment le travail que cela représente de s'occuper d'un tout petit, tant pour la maman que pour le papa. On croit qu'on est libre d'exercer la parentalité que l'on désire. Et nombre de gens disent « Oui, moi, j'ai pas besoin d'un programme de parentalité. Toute cette parentalité positive, ça sert à rien. » Oui, sauf que si nous sommes en liberté, si nous n'apprenons pas eh bien, nous risquons d'être soumis à nos automatismes, aux automatismes de notre passé, de notre histoire. Des automatismes qui sont liés à la pression de tout l'environnement, mais aussi des automatismes qui sont liés à ce que nous avons vécu lorsque nous étions enfants. Ce qui se passe, c'est que là encore, il s'agit d'un cercle vicieux. Quand l'enfant a un comportement débordant, toutes sortes de symptômes, il a d'abord un comportement de demande, mais ensuite, quand on ne répond pas à sa demande parce qu'on est soi-même stressé, eh bien les comportements de l'enfant vont déborder. Et nous, on va s'exaspérer de plus en plus. Donc, mon enfant renverse son verre, un tout petit renverse son verre, ou alors il lâche, par exemple, il a un petit truc dans les mains, et hop, il le lâche. Et je lui redemande, il le relâche, je lui redonne, il le relâche. Et si je ne sais pas que l'enfant n'a pas la capacité, encore il a la capacité de prendre, mais il est en train de tester ce que c'est que ouvrir sa main et que donc il est dans une phase d'exploration. Il n'est pas du tout en train de chercher à me faire ramasser et à me manipuler, à chercher à me dominer comme je risque de l'interpréter avec mes automatismes d'avant. Non. Si j'écoute la science, eh bien j'apprends que il est en train d'apprendre à savoir comment il peut manipuler. Ça nous paraît évident, nous les adultes, on a quelque chose dans la main et donc on le lâche, on sait qu'on peut lâcher, mais un bébé, il ne sait pas encore bien prendre et lâcher, donc il est en train d'expérimenter. Cette exaspération du parent fait que le parent va souvent prendre un visage sévère, il va se détourner de l'enfant, il va juger son enfant, « Oh, il est insupportable, il cherche à me faire tourner en bourrique ». Il a souvent un visage sévère. Oui,
On a vu l'image tout à l'heure dans une présentation de la fabuleuse expérience d'Edward Tronick sur le visage impassible. Lorsque on montre un visage impassible à un enfant, et pire encore un visage sévère, le réservoir de l'enfant se vide. Tout d'un coup, paf, il panique, il est stressé, il perd même, quand c'est un bébé, il perd le contrôle de ses muscles. Du coup, il est sous stress, il va de nouveau exploser, avoir des comportements débordants, ce qui va nous exaspérer encore plus. Donc, si nous manquons d'informations en tant que parents, eh bien, nous risquons de rentrer souvent dans des boucles rétroactives douloureuses et qui abîment et la relation avec l'enfant, le cerveau de l'enfant, puis le nôtre aussi. La méditation pleine conscience, les outils de régulation du stress, c'est absolument essentiel et c'est les premiers outils que nous avons à enseigner à tous les parents. Mais parce que comme dans un avion où on nous dit, l'hôtesse le dit, en cas de dépressurisation, et ça c'est sûr dans la famille il y a souvent de la dépressurisation, le masque à oxygène tombera. Alors le problème c'est que dans la famille, le masque à oxygène il tombe pas tout seul. Donc c'est important d'avoir appris avant. Mais ce qui est clair c'est que l'hôtesse nous dit de nous mettre le masque à oxygène sur nous avant de le mettre à l'enfant. Et c'est ça en fait, c'est comment réguler ces automatismes. La parentalité positive, c'est l'ensemble de ce que je vais pouvoir mettre en place pour réduire la violence et pouvoir être là avec mon enfant et fournir une réponse appropriée. Pour fournir une réponse appropriée, j'ai besoin déjà de calmer ce stress qui se déclenche à l'intérieur de moi et qui me met sur la défensive. Une fois que j'ai calmé mon stress, je peux réfléchir et là, j'ai besoin de diverses compétences parentales, de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, de connaître un petit peu des informations sur le développement de son cerveau, sur la théorie de l'attachement, sur ce que ça implique dans le comportement quotidien de l'enfant. De quoi est-ce qu'un parent a besoin pour choisir librement son approche éducative? Il a absolument besoin de soutien de la part d'autres adultes et de la collectivité. Il a besoin évidemment de contact, de calmer son amygdale et d'aide pour réguler son stress. Et il a besoin d'outils concrets pour le quotidien. Parce que le quotidien avec un enfant, eh bien, c'est pas toujours simple. Nous avons donc à leur enseigner des outils et des compétences. Alors, le cerveau du bébé, eh bien, il se construit. Avant, on pensait que le bébé naissait avec un cerveau comme le cerveau d'un adulte en miniature, c'était juste plus petit, mais presque on demandait à un enfant d'1 an de comprendre, regarde que quand tu lâches ça, moi je suis obligée de me baisser, de ramasser, tu te rends pas compte, c'est pas bien, machin. Et donc, c'est comme si le cerveau de l'enfant était déjà capable des mêmes réflexions que notre cerveau d'adulte. Le cerveau d'un enfant, il se construit dans l'expérience. Ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà, à la naissance, énormément de neurones, mais les neurones ne sont pas encore tous bien connectés les uns avec les autres. Lorsque le bébé voit sa main, eh bien, là, ça informe son cortex visuel, et en même temps, il sent la sensation de la main. Et donc, il a son petit objet dans la main, et donc, il sent la sensation, et à ce moment-là, comme une loi du cerveau, c'est que tous les neurones, tous les groupes de neurones qui sont activés en même temps se relient entre eux, eh bien, le cortex visuel va communiquer avec le cortex moteur, les deux réseaux de neurones vont se connecter, et donc le bébé va ainsi apprendre à voir sa main, à toucher, il va pouvoir attraper et petit à petit, il généralise à toutes sortes de choses. Il va devenir capable d'attraper non seulement son pied qui bouge, mais quelque chose, un hochet que maman ou papa lui propose. Et donc, à travers l'expérience, il construit littéralement ces réseaux de neurones. À chaque seconde, un bébé forme jusqu'à 700 nouvelles voies neuronales. Il le fait dans ses expériences avec son environnement.
et il le fait dans ses expériences avec son parent. C'est dans cette synchronie, dans ce mirroring, dans les expériences qu'il fait avec son parent, littéralement construisent les neurones, les réseaux de neurones dans son cerveau. Donc on voit à quel point ces 1000 premiers jours sont fondamentaux pour l'avenir affectif, mais aussi cognitif de ce petit bébé. L'avenir de ce cerveau, il se construit dans les premiers mois de la vie. Rien n'est totalement définitif et en même temps, c'est drôlement important de favoriser le bon développement et d'éviter le stress dont on sait aujourd'hui qu'il abîme. Alors, quand on ne peut pas toujours éviter tout stress, et donc face au stress, on va ajouter, donc le stress est un facteur de risque, on va ajouter un facteur de protection. On a un facteur de risque qui est le Covid, on a un facteur de risque qui est le stress lié à toute cette situation qui nous angoisse, qui nous inquiète. Eh bien, on va ramener des facteurs de protection que sont la méditation, que sont la connexion avec l'enfant, que sont la capacité de l'enfant d'être en mouvement et de bouger. Quand dans notre cuisine, le lait déborde, donc on pourrait dire quand le comportement d'un enfant déborde, est-ce qu'on met des limites sur le lait? Est-ce qu'on met un couvercle? Non, parce que si on met un couvercle sur la casserole, ce qui va se passer, c'est que comme on n'a pas éteint le feu, eh bien le feu va continuer de bouger dessous et évidemment ça va de toute façon non seulement pas stopper le lait, mais ça va abîmer le fond de la casserole. De la même manière que dans notre cuisine, nous éteignons le gaz, l'idée quand un enfant a un comportement débordant, un comportement que nous ne comprenons pas, l'idée de la parentalité positive, c'est de plutôt que chercher à mettre une limite, nous allons chercher à comprendre les causes du comportement de manière à pouvoir répondre aux besoins et donc éteindre le gaz. Si nous mettons des limites, alors là, il est un peu plus que 1000 jours, l'enfant, mais si nous nous opposons fortement à l'enfant, maintenant, la science nous dit attention, parce que dans le cerveau du parent et dans le cerveau de l'enfant, l'amygdale se déclenche, les hormones de stress se déclenchent. On a vu dans les communications précédentes combien les cerveaux se synchronisaient, les rythmes cardiaques se synchronisent. On sait aujourd'hui que le taux de cortisol de l'enfant et de sa maman se synchronise, même jusqu'à l'adolescence. Et donc, lorsque je suis stressée à l'intérieur et que je vais punir, braquer mon enfant se braque en face de moi, je vais obtenir le contraire de ce que je désire. Je déclenche le circuit de stress et le circuit de stress, ce sont 3 réactions, attaque, fuite ou inhibition. Concrètement, l'enfant attaque et va attaquer plus spécifiquement sa maman, c'est-à-dire la figure parentale, sa figure d'attachement prioritaire, c'est-à-dire la personne dont il sait, à qui il sait qu'il peut montrer toutes les facettes de lui. C'est un petit mammifère, un enfant et un humain. Et donc, le mammifère ose faire du bruit et libérer son stress face à sa figure d'attachement. Donc, c'est pour cela qu'un tout petit va plutôt crier, râler et même chercher à taper sa maman. Ça ne veut pas dire qu'il est agressif envers sa maman, ça veut dire qu'il est sous stress et qu'il est en train de demander de l'aide, du soutien à sa maman. Mais évidemment, si la maman ne le sait pas, si elle n'a pas si elle n'a pas été exposée à ces informations essentielles sur le stress, sur ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, elle va se dire oh, mon enfant me frappe, mais c'est pas possible, je ne veux pas que mon enfant me frappe, et elle risque d'être encore plus autoritaire et d'aggraver le problème. Peut-être même l'enfant du coup terrorisé va se figer. Mais figer, ça ne veut pas dire calmer. Figer, ça veut dire immobiliser à l'intérieur, ça veut dire, comme disait Henri Laborit, en inhibition de l'action. Quand je ne peux ni attaquer ni fuir, eh bien je suis en inhibition de l'action
tout est figé à l'intérieur de moi. Ah oui, jusqu'à ce que soit je vois mon petit frère, ma petite sœur, ou bien de nouveau quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Et à ce moment-là, eh bien, je vais libérer de nouveau mon agressivité. Elle risque de ressortir. La troisième possibilité, c'est la fuite. Souvent, ça nous arrive, on est là avec un enfant, surtout vers 4-5 ans, et on lui dit « dépêche-toi ». On fait les... Non, mais dépêche-toi, on va être en retard. On commence à le menacer. Et à ce moment-là, immédiatement, on le voit fuir de l'autre côté de l'appartement. Et donc, on se dit, oui, tu te fiches de moi. Ce n'est pas qu'il se fiche de nous. C'est simplement que nous avons déclenché son circuit de stress et que donc, comme il ne nous frappe pas, parce qu'il a grandi un petit peu, vers 2 ans, il a tapé, mais à 4 ans, il va plutôt courir. Il va fuir. Et en fait, la parentalité positive va nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur du vécu de l'enfant, à l'intérieur du cerveau de l'enfant, et va nous aider à voir quelles sont les attitudes parentales qui vont nous permettre d'accompagner l'enfant et de lui permettre de coopérer. J'aime bien cette image de Daniel Siegel sur le cerveau dans la main, qui montre bien comment nous avons besoin de tout notre cerveau pour réagir. Donc, il dit, voilà, notre main, elle est là. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à tout parent et qu'il comprend assez rapidement. Le tronc cérébral, c'est le poignet. Et puis, le néocortex, ça va être les doigts là-haut. L'amygdale et les régions limbiques, c'est-à-dire les régions qui régulent les émotions, sont là au centre. Et l'ongle, ça va être l'amygdale. Le cerveau, donc, petit à petit, c'est comme ça. Là, j'ai mon cerveau dans ce sens-là. Et donc, je vois que l'amygdale, elle est vraiment tout au centre du cerveau. Et mon cortex préfrontal régule mon amygdale. Ça, c'est ce qui se passe chez moi, adulte. Enfin, normalement, si j'ai eu une enfance sans trop de violence. Si j'ai subi beaucoup de violence dans mon enfance, alors mon cortex préfrontal peine à calmer l'amygdale et au moindre problème, boum, tout s'ouvre et j'ai l'amygdale qui est quasi en direct avec la situation. Donc, Daniel Siegel montre que quand l'enfant dysfonctionne, il est stressé, il est en train de pleurer, de crier, il a un besoin. Mais si moi, je suis prise dans mes automatismes anciens, si je n'ai pas de capacité de régulation émotionnelle, si je n'ai pas appris ce qui se passe, si je ne comprends pas la situation, je vais aussi me retrouver dans cette même situation et on va donc être en conflit tous les deux. Avant, on croyait, il me cherche, elle veut toujours tout, il cherche à me manipuler, elle fait la comédie. On avait toutes sortes d'interprétations sur le comportement de l'enfant. Et globalement, on interprétait souvent le comportement de l'enfant comme étant une tentative de prise de pouvoir sur nous. Comme si l'enfant cherchait à manipuler son parent et voulait tout le temps, doubler son parent, être le chef. Et d'ailleurs, quelquefois, on entend des parents qui disent « Qui commande ici ?» Et il ne s'agit pas de commander, on n'est pas dans une dynamique de qui commande. Les enfants nous admirent, ils nous respectent dans notre autorité, une autorité de compétence. Ils savent que nous savons nous débrouiller dans la vie. Ils nous admirent et ils vont nous suivre complètement. La science, aujourd'hui, elle nous dit « Cessons de nous mettre dans cette idée et de surinterpréter les comportements des enfants de la même manière que l'enfant a un objet et quand il le lâche, non, ça ne veut pas dire qu'il veut, quand il est petit, ça ne veut pas dire qu'il cherche uniquement à embêter sa mère ou son père en l'obligeant à se baisser, etc. Ça veut simplement dire qu'il est en train d'explorer le fait de lâcher. Mais donc la science nous dit que la plupart des comportements problèmes sont dus soit au stress, soit à un besoin non satisfait, ou alors que nos attentes sont démesurées au regard de l'enfant et de ses capacités. Si nous ne connaissons pas le fonctionnement du cerveau de l'enfant, si nous ne connaissons pas les étapes du développement, si nous ne savons pas tout ça, eh bien, nous risquons d'interpréter les situations en fonction de nos préjugés. Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre le fonctionnement du cerveau de l'enfant pour pouvoir répondre à ses besoins.
Nous allons nourrir. La parentalité positive, c'est donc comment faire pour cesser d'être violent envers les enfants, pour diminuer les risques de violence. C'est donc, bien sûr, réguler son propre stress et pour lui, nourrir ses besoins physiques et affectifs. Donc, on a vu combien il y avait des besoins physiques à protéger aussi, et protéger des perturbateurs endocriniens fait aussi partie de mon combat. Mais là, je vais rester sur la dimension affective. La science nous dit que l'attachement est un besoin essentiel. Et non, l'amour, ça n'est pas une récompense. Ça n'est pas quelque chose qu'on donne si tu es sage, si tu es mignon, je te prends dans les bras. L'amour, c'est du carburant. C'est ce qui permet à l'enfant de se sentir suffisamment solide et en confiance pour pouvoir développer des comportements. Donc, si nous ne sommes pas contents avec un comportement de l'enfant, eh bien, en tout premier, nous allons lui fournir de l'amour, de la sécurité, parce que c'est grâce à cette sécurité qu'il va pouvoir apprendre et modifier son comportement. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous passer cette courte vidéo. Ça ne marche pas apparemment, donc on va passer. Oui, la figure d'attachement, elle est comme un porte-avions. C'est une phrase de Nicole Guédonnet et j'aime énormément cette idée parce que ça aide beaucoup les parents à comprendre ce qui se passe. Sur un porte-avions, eh bien, le petit avion, il est en sécurité et puis il va aller voler, explorer. Et si pendant qu'il va explorer, il voit que sa piste d'atterrissage est en train de se remplir, maman téléphone à une copine, ou alors mon petit frère qui s'installe sur ses genoux, boum, immédiatement, il va revenir. Énormément de comportements qui nous exaspèrent chez nos tout petits ou chez nos plus grands sont en réalité des manifestations de l'attachement et des comportements d'attachement. Et si nous comprenons que l'attachement, que nous sommes le porte-avions de notre enfant, eh bien, nous pouvons avoir des réactions beaucoup plus harmonieuses et appropriées. La parentalité positive, c'est aussi faire attention au cadre. Quel cadre je fournis à mes enfants? Donc, on a parlé un peu de l'alimentation, de la planète qui est très abîmée, et donc les ruptures affectives, le stress, la sévérité excessive, tout cela n'est pas très bon pour nos enfants. La parentalité positive, donc ça a été dit, c'est l'accueil aussi et l'accompagnement des émotions. Donc pour accueillir une émotion, le parent va d'abord se mettre à la hauteur de l'enfant, puis il va décrire ce qu'il voit et ensuite il va poser des questions en termes très larges de manière à ne pas enfermer ce qui se passe pour l'enfant. Et puis il va faire de l'empathie, c'est-à-dire il va mesurer, il va dire c'est dur. Et oui, au lieu de dire, mais non, c'est pas grave si ton hamster est mort, tu verras, on va dire, ah oui, c'est dur. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'émotion est une réaction d'adaptation de l'organisme. L'enfant a besoin de pouvoir traverser son émotion, être entendu dans son émotion. Et lorsque nous entendons l'émotion, eh bien, littéralement, nous tissons des réseaux de neurones, nous relions le cerveau, le cortex préfrontal, les zones du langage et les zones émotionnelles. Et donc, petit à petit, nous fournissons à l'enfant des aptitudes de régulation émotionnelle que nous, bien sûr, n'avons pas eues pour la plupart d'entre nous, lorsque nous étions enfants, ce qui fait que c'est parfois difficile et qu'il nous faut d'abord le masque à oxygène, d'abord la méditation. Nous avons à adapter nos attentes à l'âge de l'enfant parce que c'est vrai, un enfant, eh bien, il n'a pas encore un cerveau préfrontal très développé et souvent, eh bien, nous pouvons faire des erreurs en croyant qu'il peut inhiber ses comportements avant l'âge de 20. Voilà, à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, on va dire à un enfant, on rentre chez le docteur, mais attention, hein, on lui dit dans la salle d'attente, tu ne touches à rien sur le bureau du docteur. Tu ne touches à rien. Tu répètes. Et l'enfant répète, touche à rien. Donc, il a répété tout ça. On rentre et hop, première chose qu'il fait, il touche. Et là, on explose. Sauf si on sait que avant 3 ans, l'enfant, il n'a pas beaucoup de capacité à réguler d'inhibition. Donc, il y a son impulsion vers
Et le fait de voir, il est tout de suite, il y est. Il n'a pas encore les capacités d'inhiber. Si je le sais, je vais fonctionner différemment. Je ne vais pas essayer de chapitrer mon enfant en lui disant à l'avance ce qu'il doit faire, parce que je sais que ça ne va pas fonctionner. Les commandes verbales ne vont pas réussir. Par contre, je vais l'accompagner sur le terrain. On va donc enseigner des compétences à un enfant. Bien sûr, des compétences, on va lui apprendre à faire la cuisine, tout ça, mais surtout des compétences psychosociales. Comment on fait pour attendre son tour? Comment on fait pour négocier? Comment on fait pour réguler la frustration? Comment on fait pour traverser la rue? Comment on fait pour se faire un ami et résoudre un conflit? Tout c'est comment on fait. Parce que souvent, les parents, nous, on est marrants, on dit tu dois attendre ton tour. Et on fait ça, on dit ça avec les sourcils bien froncés. Mais on ne lui a pas expliqué comment on fait pour attendre son tour. On peut au moins lui demander, là, c'est le tour de Lucie, et donc comment tu vas faire pour attendre ton tour? Parce que les enfants peuvent aussi avoir des idées. Il peut réfléchir qu'il pourrait chanter une chanson, il pourrait tourner sur lui-même, il pourrait courir jusque là-bas et revenir, il pourrait jouer à autre chose en attendant. Bref, on a besoin de fournir aux enfants des alternatives et surtout leur enseigner des compétences. Comment je fais quand j'ai un copain qui est devant moi sur le toboggan pour qu'il se pousse si je veux passer? J'ai à négocier. Comment je fais? Donc, enseignons des comment aux enfants plutôt que de leur dire tu dois et qu'évidemment, ils n'y arrivent pas encore vu leur cerveau. De quoi l'enfant a besoin pour changer de comportement? Il a besoin d'aide de la part de son parent pour gérer le stress dans son cerveau. Il a besoin de contact pour libérer l'ocytocine et calmer son amygdale. Il a besoin de guidance pour la résolution de son problème et d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, vous voyez, la parentalité positive, ça n'est pas seulement être gentil avec son enfant, ça n'est pas seulement faire tout ce que l'enfant demande, non. La parentalité positive, c'est bien sûr éviter les violences, mais aussi répondre aux besoins de l'enfant et lui enseigner toutes sortes de compétences pour qu'il puisse se développer. Et puis bien sûr, n'oublions pas que nous aussi, nous avons des besoins. Et donc, dans la parentalité positive, on ne s'occupe pas seulement de notre relation à nos enfants, on s'occupe de notre relation à nous-mêmes et de notre relation de couple. Merci. S'il y a des questions maintenant, oui, je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup pour cette intervention absolument passionnante. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. La première, alors, cette méthode est-elle valable et transposable avec des enfants présentant des troubles du développement neuronal? Exemple, TDAH. C'est une question de Marion. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas une méthode. Donc c'est transposable puisqu'il n'y a pas de transposition nécessaire. C'est répondre aux besoins. Donc, en revanche, un enfant TDAH, il va avoir des besoins spécifiques. Et donc, la parentalité positive, ça va être si on veut accompagner un parent dans la parentalité positive, de manière à ce qu'il puisse, lui, exercer une parentalité positive envers son enfant, eh bien, on va lui permettre de découvrir, de mieux comprendre quels sont les besoins spécifiques de son enfant. On lui expliquer, lui permettre de mesurer à quel point son enfant fonctionne différemment peut-être de son frère ou de sa sœur, et qu'il a un cerveau qui fonctionne un peu différemment, et que c'est en comprenant cela que du coup on peut adapter. Donc ça n'est pas une méthode qui serait une nouvelle méthode venue de je ne sais où. Non, il y a un ensemble de méthodes qui peuvent aller dans ce sens-là. Il y a de nombreux experts en parentalité qui ont développé toutes sortes de méthodes, de petites choses, de petits et de grosses choses, des outils pour fournir plus de compétences. Mais la base de la parentalité positive, c'est juste, j'observe l'enfant, et je cherche à comprendre ce qui se passe. Donc, je m'informe, je vais chercher la science, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, quels sont ses besoins, et je vais chercher à répondre à ses besoins au plus près, ainsi que aux miens, bien sûr. Et avoir un enfant hyperactif, un déficit d'attention,
c'est très épuisant aussi pour le parent. Donc, nous avons encore plus à prendre soin de nous et encore plus à solidifier notre couple. Et si nous ne sommes pas en couple, nous avons encore plus à recevoir de l'énergie et du soutien de la part de notre entourage. Merci beaucoup. On a une deuxième question. Comment intégrer la parentalité positive dans des situations où l'intégrité physique de l'enfant est directement mise en danger ? Par exemple, un enfant qui met les mains sur une source de chaleur. Donc on imagine qu'il risque de se brûler. Il y a un vrai risque. Dans ces cas-là, la parentalité positive est évidente. Lorsque il y a un vrai risque, je saisis l'enfant et je le prends. C'est tout. C'est-à-dire que la parentalité positive, encore une fois, c'est pas je suis gentille, je regarde et je. Quelquefois, on dit ça veut dire on va parler avec l'enfant, on va on va prendre le temps de lui poser des questions. Et donc, est-ce que ça te fait mal à ta main et tout ? Non, évidemment pas. C'est répondre aux besoins. Donc, si le besoin, il est de protéger l'enfant d'un danger physique, eh ben, je fonce, hop, je protège l'enfant. Si l'enfant est en train de se noyer dans la piscine, je lui demande pas, dis donc, est-ce que tu penses que tu sais nager ou est-ce que tu as besoin de mon aide ? Non, je fonce, je plonge et je récupère le gamin. Et s'il se débat, eh ben, je le serre pour qu'on puisse remonter. Donc, ça n'est pas, c'est vraiment, et encore une fois, ça n'est pas une méthode. On dit parentalité positive parce que le Conseil de l'Europe a dit il y a trop de violences faites aux enfants et donc les violences abîment le cerveau de l'enfant. Ce sont donc des parentalités qu'on peut dire négatives, qui ont un impact négatif sur le cerveau et le développement de l'enfant. Et donc, ce que nous cherchons, c'est à développer l'impact positif. Et nous savons de plus en plus quelles sont les compétences parentales qui vont pouvoir avoir un impact positif sur le développement de l'enfant. Je rappelle aussi qu'il ne s'agit pas d'être parfait en toutes circonstances tout le temps. L'attachement se construit sur 9 mois, on fait plein d'erreurs et on répare les erreurs. La relation humaine, c'est une relation, ça se tisse, ça se construit. Et c'est pour ça que je vous disais aussi au début qu'un enfant, c'est un être en évolution, un être qui grandit, un être vivant, qui a des besoins changeants. C'est essentiel parce que ça veut dire qu'on ne peut jamais avoir tout juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se préparer aux besoins suivants. Donc, sans arrêt, on va faire des erreurs et on va réparer les erreurs. La parentalité positive, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire absolument parfaitement maintenant. Non. C'est je cherche à m'adapter au mieux. Je respire, je souffle et je regarde la situation. Et je regarde quels sont les éléments dont je dispose pour comprendre cette situation. La seule chose dont je peux être sûre, c'est que mon enfant ne cherche pas à me manipuler. Ça, c'est de la surinterprétation. On me racontait ça avant, c'est pas vrai. À la base, je sais qu'il y a l'attachement, l'enfant est désireux de faire bien. Je vais regarder, est-ce que c'est une situation de stress ? Est-ce qu'il est sous stress ? Mais je vais surtout regarder quel est son besoin, là tout de suite, pour pouvoir répondre au mieux à son besoin. Isabelle, j'ai l'impression que c'est réellement ce que tu nous apportes là est extrêmement intéressant, innovant pour beaucoup d'entre nous. On découvre, c'est quasiment un changement de culture. À quel moment tu penses qu'il faut, parce que c'est tellement un changement de culture que j'imagine que c'est difficile pour des jeunes parents qui débutent avec un enfant d'entrevoir en fait, de mettre en place tout ce que tu nous as dit là. Est-ce que tu penses qu'il faudrait, à quel moment faut-il informer les parents de cette démarche parentalité positive ? Quel est le meilleur moment pour former et informer ? Merci Laurent. Je dirais, comme ça a été dit pour les perturbateurs endocriniens, avant la naissance, en fait, nous avons à petit changé l'esprit de toute la société sur ce qu'est un enfant, quels sont ses besoins. C'est vrai que c'est un changement de paradigme, un changement de perspective
Et là, la commission des 1000 jours nous a permis de mesurer l'importance de ce moment-là et j'espère que le gouvernement va faire vraiment un focus sur cette période et fournir de l'information à l'ensemble de la société. Ensuite, eh bien, avant la naissance, se préparer à l'attachement, comprendre déjà les quelques petites choses qui sont nécessaires à le comprendre. Et puis après, eh bien, un accompagnement. Ce qu'on propose dans le rapport de la commission, et qui est vraiment mon combat, c'est des groupes de parents. Ça se fait dans différents pays, notamment en Australie, où lorsqu'une maman accouche, lorsqu'un couple a un enfant, eh bien, il est immédiatement relié à un groupe qui se réunit une fois par semaine dans son quartier. Et donc, du coup, aucune maman, aucun papa n'est isolé. Et du coup, on peut ensemble découvrir cette nouvelle façon de faire. On peut ensemble pratiquer ça. Alors, c'est pas si compliqué parce que, en fait, comme ça marche très, très bien, puisque ça respecte le fonctionnement du cerveau, d'une manière générale, les enfants sont moins stressés, la relation est plus facile et du coup, globalement, ça se passe souvent assez rapidement. En tout cas, c'est ce que me disent les gens qui lisent mes livres. Et c'est que finalement, voilà, au début, ça fait un peu bizarre, mais tout d'un coup, souvent, mais finalement, mais bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. C'est-à-dire que c'est l'évidence. Nous avons été ce bébé aussi. Et donc, se pencher sur ce qu'il vit, c'est un petit peu déstabilisant, mais finalement, ça nous recontacte aussi à nous-mêmes et à ses besoins essentiels. Les deux besoins essentiels d'un enfant ou d'un adulte, c'est la connexion, se sentir en lien, et puis c'est le mouvement, l'exploration. Si je laisse de l'espace à ces deux dimensions, c'est-à-dire systématiquement je privilégie d'abord l'amour, puis ensuite la liberté, c'est-à-dire comment l'enfant peut s'épanouir, peut faire, par exemple, il pleure, ça ne va pas du tout, donc il est là, hop, je le prends contre moi, d'abord attachement, mais très rapidement, je le tourne de manière à ce qu'il puisse explorer, parce que si je le garde comme ça que dans l'attachement, eh bien, je vais empêcher cette autre dimension de se développer, du coup, il va se remettre à pleurer. Donc, savoir quelques petites choses sur le stress, sur l'attachement, dès les premières semaines de la vie d'un bébé, c'est utile. On a aussi beaucoup besoin de savoir des choses sur le sommeil, sur la nourriture, sur le lien entre l'allaitement et le sommeil. Il y a énormément d'informations qu'aujourd'hui les scientifiques nous fournissent. Et bien, mon job et celui d'un certain nombre d'autres, c'est de faire en sorte de simplifier ces informations pour que le grand public puisse les comprendre et que sur le terrain, on voit ce que ça change. Sur le terrain, on voit ce qui est possible. Mais donc, le plus tôt possible et dans un accompagnement ensemble, en groupe. Merci Isabelle. Il y a énormément de questions. Damien Subtil ? Oui, merci pour votre très beau topo. Une question qui nous revient souvent, en tout cas moi qui m'obsède un peu, je le concède, c'est celui du pleur du nourrisson et qui a besoin sans cesse d'être rassuré et qui, à un moment, met les parents en difficulté parce que les parents ne savent plus, je dirais, aller se coucher sans que le nourrisson soit avec eux. Comment des parents positifs résolvent ce problème difficile des pleurs quand on est à 3 mois, 4 mois de la naissance ? Alors, les pleurs peuvent avoir toutes sortes de causes. Déjà, maintenant, c'est écrit dans le carnet de santé qu'un bébé dort dans la chambre de ses parents et donc on ne se sépare pas pendant la nuit du tout petit. Ça résout déjà un des problèmes. Le bébé dort avec sa maman le plus proche possible dans un petit lit accolé au lit. Il y a de très belles images sur le site de Santé publique France, sur le site Agir pour bébé. Donc, les pleurs des bébés, c'est complexe. Déjà, les bébés peuvent pleurer. Peut-être ils ont besoin d'être rassurés, mais pas toujours. Ça, c'est notre projection.
quelquefois, ils ont mal au ventre. S'ils ont mal au ventre, ils n'ont pas besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir moins mal au ventre. On sait aujourd'hui que les bébés qui pleurent beaucoup, vers 18 heures, ont des bactéries spécifiques. Il y a 8 bactéries qui sont en cause et qu'on retrouve de manière massive chez ces bébés qui pleurent beaucoup. Donc, il n'est pas question de se dire je vais juste le rassurer. Non, lui, il a vraiment besoin d'être traité. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelquefois aussi, il a faim. Le bébé peut avoir faim même s'il vient de téter. Parfois, il n'est pas très doué il n'arrive pas bien à mettre ses lèvres sur le sein et il peut avoir une mâchoire qui est trop petite ou un frein de langue qui l'empêche de correctement téter. Et du coup, il tète, il boit, mais la succion n'est pas assez forte et du coup, le gras du lait va se bloquer dans les canaux lactifères et du coup, ça va moins sortir et du coup, l'enfant, il boit, mais pas assez gras. Donc, du coup, il a faim assez vite. Et du coup, on comprend pas parce que il a pas faim, il vient de téter. Ben oui, peut-être, mais il a peut-être faim quand même. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent agir. Je pense que pour un bébé tout petit, ce ne sont pas des émotions. Ce peuvent être le stress du parent. Quand le parent est stressé, le bébé va pleurer. Ça, c'est sûr. Plus je suis stressée, plus le bébé va pleurer. On a vu ces images qui sont très, très belles de cette correspondance entre le visage de la maman et le visage du bébé. Et donc, c'est certain, même si je fais semblant, je souris à mon bébé, mais à l'intérieur, je suis très, très énervée, très stressée, eh bien, il va le sentir et il va pleurer. Donc, première chose, je calme mon stress. Et puis, je cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et si mon bébé pleure tous les jours à la même heure, si le bébé pleure beaucoup, eh bien, je vais consulter parce qu'il y a peut-être une vraie raison. Et donc, je ne reste pas toute seule. C'est là aussi que les groupes de parents peuvent être vraiment utiles parce que les parents discutent entre eux. De dire, t'as essayé ça, et tu veux comment ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Ça peut être une multitude de causes. Et donc, c'est important de pouvoir communiquer pour avoir des idées et puis résoudre de problèmes. Nos bébés pleurent trop. Dans d'autres cultures, les bébés pleurent moins. Comment ça se fait? Ça n'est pas naturel qu'un bébé pleure beaucoup. C'est épuisant. Nous avons dans notre cerveau une zone qui s'active quand un bébé pleure, même quand on n'est pas son parent, il y a de la douleur. C'est la même zone que la douleur. Donc, cette douleur nous invite à aller faire quelque chose. Et quand on ne peut rien faire, quand on n'arrive pas à décoder le pleur et que le bébé continue de pleurer, eh bien, on continue de souffrir. Et donc, oui, c'est extrêmement douloureux, difficile à supporter. Et on peut en arriver à vouloir secouer le bébé ou à crier. Bref, on a besoin d'aide absolument à ce moment-là. De l'aide pour réguler notre stress, mais aussi pour faire cesser les pleurs du bébé. Les pleurs ne sont pas une fatalité. Et donc, c'est important que nous, avec notre cerveau, nous continuions de chercher. Et si le médecin dit tout va bien et que nous, dans notre fort intérieur, on dit mais non, tout va pas bien, il pleure beaucoup, et bien on retourne voir un autre médecin, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui va vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe dans le corps ou le cœur du bébé. Merci beaucoup Isabelle Filiosa. En tout cas, vous nous avez bien aidés, je pense, aujourd'hui à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Merci encore.